n'ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi zizashyira ibyo birumvikana ko zizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu urebye uko zipfa wagira ngo zirazuka ariko zo ziribeshya ngo zirazuka ariko ntabwo zizuka zirashyira buhoro. Certains officiers avaient senti que ça arrivait. Ils ont tenté de prévenir leur hiérarchie. Ils ont échoué. On s'est massacré dans les familles même. Et c'est pas juste des gens qu'on pouvait mettre dans des camps. Ils vivaient soit à côté, soit même en famille avec les responsables du génocide. Il n'y a pas de génocide qui se bricole sur un coin de table avec des entités non étatiques. Le génocide est un produit de l'État. Et puis il y avait aussi des sortes de vrombisseurs inutiles comme moi et qui ont essayé de prévenir aussi. Échec total. Même encore quelques semaines avant que le génocide ne démarre. La France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que c'est parce qu'il est président de la République française que ça vaut la peine de l'écouter? On peut l'écouter en tant que président de la République. Sur ce qui concerne le Rwanda, il n'a rien à dire. Et quand il a créé une commission pour examiner tout ça, il a mis à sa tête ce brave monsieur Vincent Duclerc, qui est un spécialiste de l'Inde. Il ne connaît rien au Rwanda. Rien. Je sais, il me l'a dit lui-même. Il ne sait pas ce que les Français, comment ils regardaient l'Afrique avant, pendant et après le génocide. Ça tourne. Le Rwanda, et c'est pas uniquement le Rwanda, ça vaut aussi pour tous les deux Kivu dans l'est du Congo, pour le Burundi, pour le sud de la province orientale du Congo. C'est un ensemble culturel. Et parce que l'Afrique n'avait pratiquement pas d'État, ou quand il y en avait, c'était des trucs insérés dans des ensembles culturels plus vastes. Mais par contre, il y a une cohérence très élevée de l'ensemble culturel. C'est-à-dire que les modalités du fonctionnement social, et puis aussi les modalités du fonctionnement économique qui marche derrière le social, et la religion. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens-là sont chrétiens ou musulmans de très récente date. Avant, il y avait des religions. Le mot tribal n'est plus, disons, populaire. Mais alors là, par exemple, ce qui est intéressant dans le cas de cette société bicastée, parce que, Tutsi, Hutu, même les gens qui ne connaissent pas l'Afrique, ils connaissent ces deux mots-là, Tutsi et Hutu. Eh bien, la religion était la même. C'est-à-dire, vous aviez la même... Il n'y avait pas une religion... Il n'y avait pas de langue séparée non plus, donc ce ne sont pas des tribus. Parce qu'elles n'avaient pas non plus de terre séparée. Donc, ni terre séparée, ni religion séparée, ni langue séparée, ce n'est pas des tribus. Bon. Mais par contre, c'est un ensemble culturel. Et dans cet ensemble culturel, il y avait un fonctionnement relativement homogène. Et que l'on trouve... Alors le Congo, le Rwanda, le Burundi, ça n'a de sens que dans le cadre de la décolonisation des années 1960, qui a produit des États. Bon, mais c'est à peu près comme une poule pond des œufs. Et souvent, ça fait des omelettes. Si elle n'est pas bien contrôlée et si elle n'est pas au bon endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Rwanda s'en est mieux ou plus mal tiré que le Burundi, parce que c'est deux États de taille comparable et qui sont collés l'un à l'autre, on les compare toujours. Bon. Mais l'homme qui était le grand pilote de la décolonisation burundaise a été assassiné et d'ailleurs assassiné pour une querelle de blancs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le responsable de l'assassin était un Grec. Mais il a été... Alors que c'était quelqu'un qui avait compris que la seule possibilité de ce système bicasté, c'était de déboucher sur quelque chose d'à peu près homogène entre les deux castes. Castes qui d'ailleurs ne sont pas des castes à 100%, puisque les intermariages sont fréquents, très fréquents.
Les relations sexuelles ou quoi, bien sûr, mais les mariages avec enfants reconnus, etc. aussi. D'où le côté atroce du génocide, parce qu'on s'est massacré dans les familles mêmes. Et c'est pas juste des gens qu'on pouvait mettre dans des camps. Ils vivaient soit à côté, soit même avec, soit en famille, avec les responsables du génocide. Et d'ailleurs, le problème n'est pas terminé du tout à l'heure actuelle. Alors, sur le plan géographique, c'est très intéressant. L'image que je donnais toujours à mes étudiants, c'est que le Rwanda, c'est comme un plateau de 48 œufs. Vous avez une bosse, un creux, une bosse, un creux, ouais, bon. Et le Rwanda, il n'y a pas une plaine. Et au Burundi non plus. On appelle ça le pays des 1000 collines. C'est un cliché tout à fait valable. Je ne sais pas s'il y en a 1000, hein, mais enfin, il y en a beaucoup. Et au fond, d'ailleurs, vous avez des sortes de poches qui ont servi de refuge pendant le génocide, parce qu'il y a des marécages. Et non, c'est logique. Vous avez une bosse, un creux, une bosse, un creux. L'eau se concentre dans les parties basses. Vous avez donc des terres marécageuses au fond. Et c'est là que beaucoup de gens ont survécu comme ils ont pu, comme dans une bande dessinée, en respirant à travers des roseaux ou des choses comme ça. Bon. Vous avez eu des cas extrêmes, puisque, bon, on parle d'un génocide, donc fatalement, étant européen, on se réfère à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des cas comme ça. Vous avez eu des Allemands plus ou moins nazis qui ont sauvé leurs femmes juives, ou le contraire. Bon. Et puis il y en a d'autres qui les ont livrés, comme on disait au Moyen-Âge, aux bras séculiers. Et il y a eu des cas extraordinaires. Là, je vois, il y a 2 bouquins qui sont sortis récemment de cas de femmes Hutus mariées à des Tutsis qui ont tué leurs propres enfants. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, dans cette espèce d'extraordinaire mosaïque qu'est l'Afrique, disons-le, n'existe pas. Bon, il faut bien se dire que un nomade peul au Sahel et un paysan rwandais n'ont rien en commun que la couleur de leur peau, c'est tout. Et c'est d'une certaine manière, quand on parle d'Afrique, c'est une remarque raciste. Parce qu'on ne dit pas là où il y a des Blancs, pour parler de l'Europe. Or, en gros, c'est là où il y a des Blancs. Mais, et l'Afrique est une multitude de cultures. Il y en a des centaines. Et alors, dans l'ensemble, disons, Tutsi-Hutu, qui est autour du lac Kivu et du lac Édouard, etc., et qui s'étend sur le Congo, vous avez des grandes différences entre ce qui a été puissamment organisé sans écriture, puisqu'avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas d'écriture, mais avec le type d'organisation qui existait dans l'Europe médiévale, par exemple. Vous pouviez avoir des structures très organisées, mais où personne ne savait lire ni écrire. On avait une écriture, mais c'était une histoire de clercs, de religieux. C'était pas pour des hommes en armes ou pour des paysans. Et là, c'était la même chose. Vous aviez un État puissant dans certaines zones, dont le Rwanda. Et c'était le plus puissant que le Burundi, d'ailleurs. Parce que quand il y a eu des bagarres entre les deux, c'était les Rwandais qui arrivaient au-dessus. Avec l'organisation diaboliquement efficace de l'État rwandais, et là, alors qu'il soit Tutsi ou qu'il soit Hutu, vous aviez des Abami, on dit, ça c'est le nom en Kinyarwanda, Mwami, Abami au pluriel, puisque c'est comme ça que marchent les langues bantoues, vous aviez des rois Hutus. Il y a eu des rois Hutus à partir de 1965, quand ils ont éliminé les rois Tutsis qui vivaient sous protection coloniale. Parce que vous aviez le pouvoir des Tutsis avant les Blancs, ensuite vous avez les Blancs, d'abord allemands puis belges, qui sont arrivés, qui ont récupéré la machine royale Tutsi, l'ont mise au service des Blancs, et puis quand il y a eu la décolonisation, il y a eu une décolonisation, je dirais... C'était un pétard à 2 coups. C'est-à-dire, on voulait se débarrasser des Blancs, évidemment, c'est-à-dire des Belges, et on voulait aussi se débarrasser des Tutsis. Et donc, vous avez une insurrection Hutu qui a éliminé le pouvoir Tutsi. Le pouvoir des Blancs, d'abord, qui était le chapeau, et puis le pouvoir Tutsi, qui était la tête en dessous du chapeau.
Et donc, les Tutsis se sont trouvés soit tués, soit forcés à l'exil. Et ils sont partis dans tous les pays qui avaient des frontières communes avec le territoire rwandais, c'est-à-dire en Ouganda, au Congo, en Tanzanie et au Burundi. Et par contre, c'était d'une très grande efficacité et que, disons, la jonction culturelle avec la colonisation avait rendu encore plus efficace. Dans beaucoup d'endroits, on se trouvait devant des sociétés anarchiques. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'était la confusion générale, mais il n'y avait pas une structure étatique reconnaissable, pyramidale, etc. Il y en avait ailleurs, hein. Mais surtout, la région des Grands Lacs est très forte pour ça. Il y avait ça dans plusieurs pays d'Ouganda aussi. Mais là, cette efficacité, non seulement elle existait toujours, mais elle a été renforcée encore par la colonisation. Donc le génocide a pu se faire par une administration. Les génocides ne sont jamais commis que par des États. Bon, que ce soit le génocide des Arméniens par les Turcs, c'était l'État ottoman. Que le génocide des Juifs par les Allemands, c'était l'État hitlérien. Bon, il n'y a pas de génocide qui se bricole sur un coin de table avec des entités non étatiques. Le génocide est un produit de l'État. Parce que l'État veut gouverner, et il veut tellement gouverner fort qu'il y a des gens qui ne lui plaisent pas, il décide de les éliminer. Bon. Et donc, ce génocide a été fait avec des armes désuètes. On a un petit peu utilisé des armes à feu, mais la plupart des gens ont été tués par des armes blanches qui existaient déjà avant la colonisation. Donc, on ne vienne pas nous dire que le génocide est un produit du développement technologique, absolument pas. Les gens ont été tués, en gros, à coups de machette ou à coups de bâton. Et d'ailleurs, on appelait ça, en Kinyarwanda, ils avaient transformé le mot français, on appelait ça massou, une massue. Et c'était en général un gros bâton dans lequel on prenait un gros clou de charpenterie et on le faisait passer à travers le bout du bâton et ça, on le plantait dans la tête de quelqu'un et bon, ça le tuait, ça pénétrait le cerveau. Et donc beaucoup de gens ont été tués à coups de massue. Ce qui était abominable dans la radio d'Émile Colline, c'est que le type qui en était, je ne sais pas s'il était le patron ou le secrétaire adjoint, c'était un historien rwandais, intelligent, cultivé, que personnellement je respectais. J'ai plusieurs de ses ouvrages dans ma bibliothèque. Et ce type qui était un intellectuel, si vous voulez, c'est terrifiant. C'était de voir, certains intellectuels allemands qui ont soutenu le nazisme, y compris quand ils ont compris ce que ça représentait. Et ben lui, il était à la tête au niveau des gens qui dirigeaient la radio d'Émile Colline. Et donc, ils étaient des gens qui, par exemple, répandaient des slogans dans le genre les tombes ne sont qu'à moitié pleines, il y a encore du travail à faire. Bon, je veux dire, ça a le mérite de n'avoir aucune ambiguïté, n'est-ce pas? Bon, donc on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Oui, évidemment, ils savaient ce qu'ils... Et quand on est un intellectuel cultivé, qui était bardé de diplômes européens, hein, d'ailleurs, et que vous continuez à dire ça, votre responsabilité, c'est à 110%. C'était quelque chose dans lequel les Français se sont pointés sans avoir la moindre idée de l'endroit dans lequel ils mettaient les pieds. Parce que trouvez-moi un seul endroit dans l'ancien empire colonial français, en AOF ou en AEF, qui ait eu une société qui ressemble même de loin à la société rwandaise. Aucune. Personne. Jamais. Donc les Français se sont pointés là-dedans, pardonnez-moi, comme des couillons heureux.
en pensant qu'ils étaient à peu près dans le même pays qu'au Sénégal, où j'imagine un Sénégalais d'ailleurs pousser des hurlements en disant « mais non, ça tient pas debout », ou je sais pas quoi, au Gabon. Non, au Cameroun. Il n'y a aucun correspondant de la société rwandaise dans le moindre recoin de l'ancien empire colonial français. Et alors les Français, comme de parfaits imbéciles, se sont mariés à une structure qu'ils ne comprenaient pas. C'est pas qu'ils ont voulu le génocide, avec des gens comme Saint-Exupéry qui dit que les Français soutenaient le génocide. Non, ça n'a ni queue ni tête. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, ce qu'on peut leur reprocher, c'est, en étant ignorants, de soutenir quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et dont, on s'en est rendu compte, les buts ultimes dépassaient complètement ce que voulait l'intervention française, qui, eux, étaient dans une sorte de vue assez classique. Il y a un gentil gouvernement francophone qui est envahi par un groupe armé voisin qui vient d'un pays étranger, dans lequel c'est bourré d'anglophones. J'ai pas besoin de vous dire qu'avec les préjugés bien gaulois de notre structure politique et culturelle, une bande d'anglophones qui envahissent un pays francophone, ah ben on va aider qui ? De nombreux habitants de Kigali ont vraisemblablement péri eux aussi, tués par des militaires, des bandits ou dans des affrontements entre Hutus et Tutsis. La guerre civile menace de nouveau le Rwanda. Selon un porte-parole de l'ONU, des troupes du Front patriotique rwandais, le mouvement de rébellion Tutsi qui avait signé l'année dernière un accord de paix avec le gouvernement, marchait jeudi soir vers Kigali. On va aider évidemment les francophones. Et c'est ce qu'on a fait. Mais c'était pas dans le but de faire un génocide. Par contre, on en courait le risque parce qu'on n'avait pas compris jusqu'où ça pouvait aller. Qui avertir ? Puisque cette guerre, nous, on avait un petit roi d'Afrique à Paris, qu'on appelle le patron de la cellule de l'Élysée, cellule Afrique de l'Élysée. C'était Guy Pen au départ. Ça a été ensuite le mandat consternant de Jean-Christophe Mitterrand, fils du président, puis tout à la fin, mais le pauvre n'a fait que de balayer les couloirs sales, de Bruno Delay, diplomate de carrière. Alors que monsieur Guy Pen était dentiste de carrière. Donc ça a eu des chefs très très variables. Étaient-ils les chefs ? Non. Parce que nous sommes, en France, dans une monarchie élective. On appelle ça une république, c'est pas une république. C'est l'équivalent de la Pologne au XVIIe siècle. C'est-à-dire, il y a un roi, mais il est soumis à une élection. Bon. Mais après, le roi est le roi. Et il a le 49-3, il a des préjugés qui sont pas du tout républicains. et ça marche. C'est ce que voulait De Gaulle. Il ne faut jamais oublier une chose, De Gaulle est arrivé au pouvoir en pleine guerre d'Algérie. Donc avec l'idée du coup d'État qui lui pendait au bout du nez. Lui-même avait été amené au pouvoir par un coup d'État. Le seul État en Europe aujourd'hui qui est le produit d'un coup d'État, c'est l'État français. Le 13 mai 1958, c'était pas une distribution de muguets sur les trottoirs d'Alger pour faire plaisir à tout le monde. C'était un coup d'État militaire. Et après, il s'est retrouvé devant le danger d'un coup d'État qui aurait voulu l'éliminer, lui. Donc, on a l'article 49.3 et on a des structures profondément antidémocratiques dans plusieurs recoins. Bon, le Parlement est un bibelot d'inanité sonore. On s'en rend compte à l'heure actuelle où M. Macron n'a plus de majorité au Parlement. Il vit très bien sans. On s'est retrouvé avec ce système. Et alors aujourd'hui, la cellule Afrique est complètement démontée. Le monsieur qui s'en occupe, déjà, il n'avait pas beaucoup de pouvoir avant, mais il n'en a plus aucun. Alors, mais par contre, à l'époque du génocide, bon, la cellule Afrique a-t-elle agi ? Non. Voulait-elle le génocide ? Non. Voulait-elle l'empêcher ? Non. Tout le monde était perdu. Et ceux qui étaient le plus perdus, c'est les soldats qui avaient passé 3 ans au Rwanda, qu'on avait évacués, qu'on avait emmenés à Djibouti ou qu'on avait emmenés au Congo, etc., et qui voyaient une situation démentielle que certains officiers, eux, comprenaient mieux. Parce qu'après avoir passé 3 ans au Rwanda, ils avaient peu à peu senti l'odeur. Bon.
Et quand même, ce génocide a été préparé, organisé par les autorités rwandaises, de l'époque. Plus à l'est, dans le village de Kinigi, on creuse dans la propriété même du maire. Les ossements remontent à la surface et monsieur le maire arbore une attitude faussement incrédule. Ça s'est passé chez lui, il ne sait rien, ne soupçonne rien. Certains officiers avaient senti que ça arrivait. Ils ont tenté de prévenir leur hiérarchie. Ils ont échoué. Et puis il y avait aussi des sortes de vrombisseurs inutiles comme moi, qui étaient là, mais qui avaient les yeux ouverts, qui savaient ce qui se passait, et qui ont essayé de prévenir aussi. Échec total, total. Même encore quelques semaines avant que le génocide ne démarre. Moi, j'ai jamais employé le mot génocide. J'avais trop peur. Je pense que j'avais peur qu'on me considère comme un espèce d'universitaire olibrius qui disait n'importe quoi. Bien. Et donc, j'ai parlé de massacre étendu. Échec total pour essayer de tirer une sonnette d'alarme. Et quelques officiers, Et l'ambassadeur Martre. C'est le premier qui a écrit le mot génocide dans un rapport, Monsieur Martre. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais lui, dès, je crois, 1991, parce qu'on lui avait demandé à Paris, est-ce que la population soutient le FPR ? Les Tutsis soutiennent le FPR, évidemment, les Hutus, non, mais les Tutsis. Et alors là, la phrase, ils soutiennent le FPR parce qu'ils pensent que sa victoire serait le seul moyen d'éviter le génocide auquel ils se sentent exposés. Chapeau, monsieur l'ambassadeur. Donc, de dire que tout le monde était ignorant, non. De dire que tout le monde voulait qu'il y en ait un, non. De dire qu'une bande de couillons s'est retrouvée en train de faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas et incapable de l'empêcher, oui. Oui, c'est ça. C'était la France-Afrique en train de fonctionner dans un champ politique et culturel dont elle ignorait tout. Et se retrouver en train de trébucher et patatras de tomber par terre. Moi, j'étais au secrétariat international du Parti socialiste, autant dire que j'étais rien. J'avais aucune capacité. Le président, je l'ai croisé de temps en temps dans des réceptions. J'allais pas lui sauter dessus en disant « Monsieur le Président, il y a une possibilité de génocide » et j'aurais pas même osé utiliser le mot. Mais d'un gigantesque massacre. Et je me rappelle d'avoir dit « On va se retrouver avec plus de 100 000 morts. » 100 000 morts. C'était mignon comme remarque. Parce que le chiffre bas minimum, c'est 800 000. Les gens qui pouvaient prévenir de cette catastrophe n'avaient pas les moyens de le faire. Les gens qui auraient pu les écouter pensaient que c'était impensable. Et c'est là où on peut mettre la responsabilité française. C'est que nous qui avions une capacité de mettre les pieds dans le plat, de crier un grand coup, nous ne l'avons pas fait. Et au contraire, en plein génocide, nous avons reçu des membres du gouvernement extrémiste qui étaient en train de commettre le génocide à Paris, y compris par notre Premier ministre. Je suis sûr qu'ils ont dû dire, moi je n'étais pas une petite souris pour écouter leur conversation, mais je suis sûr qu'ils ont dû dire aux gens qui le recevaient venant de Kigali, « Calmez-vous, ça va pas... Là, vous déconnez, quelque chose comme ça, avec le langage diplomatique qu'on emploie dans les chancelleries. Mais ça n'était pas, on ne leur a pas dit on va vous couper les vivres, on a continué les livraisons d'armement, continué, au beau milieu du génocide. On me dirait ils pouvaient très bien tuer les gens qui tuaient avec des machettes, ils n'avaient pas besoin de... Mais il y avait quand même se battre contre le FPR. Et se battre contre le FPR, là, il fallait de l'artillerie, il fallait des mitrailleuses, il fallait du carburant, et tout ça, ça venait des Français. Et nous avons soutenu une armée qui n'était pas génocidaire en elle-même. C'était des milices. Vous avez la même dichotomie qu'en Allemagne. Vous avez les Interhamwe qui sont les SS, sont beaucoup moins bien militarisés, mais enfin quand même un peu. Et puis vous avez l'armée à côté, l'armée nationale rwandaise, qui ne prend pas part au génocide, sauf dans certains cas extrêmes, notamment des unités de gendarmerie.
parce que comme tout ça était un peu sur le modèle franco-belge, il y avait des gendarmes qui dépendaient donc de l'armée, du ministère de la Défense. Certaines unités de gendarmerie ont tué, mais c'était minoritaire par rapport aux milices civiles des Interahamwe. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu, mais étant donné que j'ai vécu tout ça en étant totalement impuissant, justement, comme un bon Français, ça évoque en moi certains sentiments de malaise, d'indignation, de colère. Personne ne sort, disons, indemne de ce genre de choses. J'aurais été curieux de savoir, je ne l'ai jamais su, ce qu'en pensait intimement le président François Mitterrand. Vous l'avez jamais su ? Jamais. Et il n'en a pas fait non plus confidence à des gens à qui j'aurais pu le demander. Je ne le sais pas. Le Rwanda d'aujourd'hui est un cas étonnant de despotisme éclairé. Vous savez, c'était le terme qu'on utilisait à la fin du XVIIIe siècle pour un certain nombre de monarques, comme l'impératrice de Russie ou Joseph II d'Autriche, et également pour le roi de Prusse. C'est-à-dire des gens qui étaient très autoritaires, dont la démocratie n'était pas le souci principal, mais qui avaient une vision de l'évolution politique, sociale et économique, politique non, mais sociale et économique, pour fournir une sorte de société qui serait le mieux des mondes possibles, comme le disait Voltaire en rigolant. Et Kagame fait partie de ça. Alors, il est d'une brutalité insigne, il tue tous ses opposants, mais il a l'intelligence de les tuer un par un. C'est-à-dire, là, vous avez un très bon livre qui est sorti et qui est maintenant traduit en français et qui s'appelle « Do Not Disturb », parce que c'est le petite fiche qu'on met sur une chambre d'hôtel. Et il y avait à l'intérieur de cette chambre Patrick Karegeya, qui était le patron des services secrets de Kagame, assassiné. Par qui, allez le savoir? Les doutes sont permis. Et il était étranglé dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud, après avoir rompu avec le régime. Ah, bien. Donc, M. Kagame peut tuer, y compris moi, éventuellement. Donc, M. Kagame est un despote, mais un despote éclairé. C'est-à-dire qu'il arrive à faire tourner l'économie à peu près. Il a aussi des trucs très malins pour que les Blancs disent « Oh, comme il est bien !» Par exemple, il a interdit les sacs en plastique. C'est une mesure, d'ailleurs, qu'on devrait copier sur le gouvernement rwandais. On devrait faire la même chose ici en France. Et des trucs comme ça, ou la généralisation de l'Internet dans un pays où il n'y a pas d'électricité dans 80% des agglomérations. C'est un homme habile, intelligent, et sans aucun scrupule. Donc, le Rwanda d'aujourd'hui, c'est probablement le moins mauvais résultat de ce qui pouvait se passer après le génocide. Monsieur Kagame, il a été à bonne école parce que la guerre civile ougandaise à laquelle il a participé a été une bonne école pour lui, politique. Et il s'en tire très bien. Alors évidemment, c'est pas un homme tendre, gentil, aimable et sympathique, mais c'est un homme d'une terrible efficacité et qui est d'une considérable intelligence. Mais je cherche à résumer en quelques mots ce qu'est l'homme, et alors le Rwanda, c'est lui. Et d'ailleurs, ça, c'est une de ses faiblesses, parce que vous avez beaucoup de Rwandais. Il y a aujourd'hui des Tutsis intelligents qui, et vous aviez des Hutus intelligents, soit Habyarimana, qui disent, mais un système politique qui repose sur une domination ethnique et une monarchie ethnique, le futur est lié à la vie du roi. Kagame est mortel, comme tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer quand il mourra? Quand vous n'avez aucune structure d'attente qui est construite au niveau politique et administratif pour fonctionner de manière autonome quand le roi est mort, vous faites comment? Alors,
en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. Sur ce génocide, ce moment si important, cruel de votre histoire, oserais-je dire de notre histoire, je crois avoir tout dit le 27 mai 2021 quand j'étais parmi vous. Je n'ai aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher de ce que je vous ai dit ce jour-là. Monsieur Macron ne connaît rien à tout ça. C'est gentil. Il est gentil. Puis, c'est un politicien. Il essaye de bricoler des trucs. Hier, c'était Manouchian. Monsieur Macron est affligé de commémorationnite aiguë. Il est tout le temps en train de commémorer quelque chose. Alors là, c'est le génocide rwandais, puisque c'est les gens rwandais eux-mêmes qui lui disent « Ouais, il y a 30 ans, au nom de la France, on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû, machin, etc. » Mais il s'en fout. Ça l'intéresse pas. Mais toutes ces histoires d'Africains qui s'entretuent à coups de machette, franchement, qu'est-ce que ça a changé pour lui? Rien. Pour la France, rien. Sauf qu'évidemment, on a un petit peu... On n'a pas un profil très joli. On a couchoté avec des gens qui ont zigouillé 3/4 million d'individus. Et en plus, quand on voit les conséquences sur le Congo et les guerres qui ont pris au Congo et qui ont été une conséquence logique, moi j'ai écrit un bouquin là-dessus qui n'est pas traduit en français et qui s'appelle Africa's World War, la guerre mondiale des Africains. Mais vous aviez 14 pays qui étaient impliqués là-dedans. Et tout ça, c'était les déchets du génocide rwandais qui ont coulé par-dessus la frontière sur le Congo. Bon, que Mobutu ait été renversé dans le processus, ça a été à peu près la seule bonne chose qui en soit sortie. Mais pour aboutir à quoi ? Aux structures politiques actuelles du Congo, qui sont tout sauf une démocratie, et aussi à avoir aligné peut-être... On ne saura jamais. Mais dans ces pays-là, comme disait Mitterrand, avec des points de suspension dans la voie, dans ces pays-là, monsieur, c'est quelqu'un qui lui avait dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un deuxième génocide qui est en train d'être commis par les Tutsis contre les Hutus? Ce qui n'a pas été le cas. Mais par contre, de multiples massacres à droite à gauche, et qu'on ait fait mourir du Congolais en masse. Moi, j'ai des amis congolais qui me disaient, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du génocide rwandais? Pourquoi ils viennent vider leur querelle chez nous? Pourquoi c'est nous qui allons crever par centaines de milliers sous prétexte qu'ils ont eu un génocide au Rwanda? On n'y peut rien. On n'était pas là. Et c'est vrai, il n'y a aucune responsabilité des Congolais dans le génocide rwandais. Mais par contre, c'est eux qui ont payé la note. Et ça, c'est une chose qu'on connaît très très bien en Afrique. Nous payons la note de crimes que nous n'avons pas connus. C'est vrai pour la capture des esclaves, la traite, la colonisation, et aujourd'hui, la catastrophe climatique, dont l'Afrique est totalement innocente, mais par contre, ils vont en payer la note. Et bon, c'est quand même extrêmement désagréable si on vous saisit, on vous dit « vous serez sévèrement puni pour un crime que vous n'avez pas commis ». C'est exactement ce qui est arrivé aux Congolais. J'ai déjeuné, là, il y a une dizaine de jours, avec des gens qui venaient de Bruxelles et qui représentent des gens qui sont sur un service qui représente l'interface entre le gouvernement belge et l'Union européenne. Et alors, ils ont reçu des instructions schizophréniques. Aucune aide pour le Rwanda à cause de M23 et de la guerre qui poursuivent au Congo. Mais aidons le Rwanda quand il est au Mozambique et qu'il se bat contre les méchants djihadistes du Mozambique. Et que derrière, vous avez l'argent de Total pour un programme qui représente en termes pipeline, produits pétroliers et produits gaziers, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Bon. Donc là, M. Kagame est un homme très bien, gentil et utile, puisqu'il protège les investissements français. Et Kagame, c'est un petit peu... je suis un homme d'ordre, alors je rétablis l'ordre là où il n'y en a pas, et s'il y en a un qui me déplaît, je vais au contraire le bouleverser.
ce qu'il fait au Congo. Mais au Mozambique, il protège l'ordre des investissements internationaux. Et le brave Belge avec qui je discutais me dit, mais écoutez, nous, et lui, il est un homme du ministère des Affaires étrangères belge, on obéit à qui et on fait quoi vis-à-vis du Rwanda? Et il n'avait pas la réponse, puisqu'on lui dit des trucs qui sont absolument contradictoires. Mais bon, je pense qu'en ce qui concerne le Rwanda, il faut s'habituer à des choses totalement contradictoires, presque en permanence. Mais la contradiction n'est pas toujours la même, ne vient pas toujours du même horizon, n'a pas les mêmes buts. Alors que M. Macron, qui n'y connaît pas grand-chose, soit aujourd'hui obligé d'improviser sur le sujet, qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que c'est parce qu'il est président de la République française que ça vaut la peine de l'écouter? On peut l'écouter en tant que président de la République. Sur ce qui concerne le Rwanda, il n'a rien à dire. Et quand il a créé une commission pour examiner tout ça, il a mis à sa tête ce brave monsieur Vincent Duclerc, qui est un spécialiste de l'Inde, qui n'a jamais foutu les pieds en Afrique. Et encore moins au Rwanda. Alors monsieur Duclerc a fait son travail d'historien, il a regardé des archives. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'interprétation de quelqu'un qui ne connaît pas le contexte des archives qu'il a lues. Il ne suffit pas d'être nommé par le président de la République pour avoir une parole imprescriptible. Il ne connaît rien au Rwanda. Rien. Je sais, il me l'a dit lui-même. Et d'ailleurs, moi, je ne faisais pas partie de la mission parce qu'on a dit Prunier, c'est une grande gueule et un emmerdeur. Donc, il ne fait pas partie de la mission que Duclerc a pour produire d'aimables, je dirais pas mensonges, mais vérité adoucie. Vérité adoucie, voilà. Monsieur Duclerc a produit des vérités adoucies. Il a quand même eu le courage de dire la responsabilité de la France est considérable. Mais il n'a pas dit en quoi elle était une responsabilité. Qu'est-ce qu'il était de cette responsabilité? Il n'en sait rien. Parce qu'il ne sait pas ce que les Français, comment ils regardaient l'Afrique avant, pendant et après le génocide.